Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là pour ce dernier épisode de notre cycle de web rencontres sur le télétravail, intitulé Télétravail mode d'emploi. Aujourd'hui, donc, cet épisode il est consacré donc aux outils du télétravail, notamment aux nouvelles règles de reporting. Donc l'idée en fait de ce cycle qui se termine aujourd'hui, c'était de permettre à toute personne intéressée de pouvoir bénéficier des conseils, des méthodes de MAA Conseil de Marie-Ange Alexandre. Donc aujourd'hui, nous allons donc aborder cela avec Marie-Ange. Merci Marie-Ange d'être là aujourd'hui. Avant de commencer, quelques petites précisions. Donc, en fait, la web rencontre, elle est enregistrée. Donc, si vous ne souhaitez pas être filmé, je vous invite à couper votre vidéo. Les micros sont coupés également pour le confort de tous, mais ils pourront bien sûr être réactivés à la fin de la web rencontre, puisque nous aurons un temps d'échange pour poser des questions, etc. Donc, il y a un chat qui est disponible pour poser vos questions au fur et à mesure de la rencontre. Et puis, à la fin, à la toute fin, je vous parlerai de quelques petites choses qu'on va vous envoyer à la suite de cette web rencontre. Donc, bonne séance et je passe la parole à Marie. Bon, alors bonjour à tous. Oui, alors donc aujourd'hui, on va parler des outils du télétravail et vous le verrez, j'ai à dessein en fait orienté cette heure-là sur des outils de travail asynchrones. Les outils de travail synchrones, vous les connaissez bien et du coup, j'ai préféré un peu élargir les choses. Alors, je vais recommencer un petit état des lieux. Pour les gens qui n'étaient pas là pour les premières et deuxièmes séances et qui n'ont pas eu l'occasion en fait de les visionner. Alors, petit état des lieux en forme de, j'allais dire, de photographie. Donc, on assiste depuis quelques années déjà, au fait que les salariés ont de moins en moins d'autonomie sur leur poste de travail, ce qui va provoquer une souffrance en fait, puisque on a l'impression de n'être plus que des mains ou des choses comme ça. Puis, finalement, on a aussi une multiplication des normes, des procédures, c'est ce qu'on appelle le travail prescrit, et ça ne correspond plus à ce que chaque salarié en fait entend comme travail bien fait. Donc on a le travail prescrit d'une part, les normes et les procédures, c'est-à-dire le travail tel que des gens ont décidé qu'on devait le faire, et puis nous en tant que salariés, notre représentation de ce qu'est un travail bien fait. Du coup, comme il y a une dissonance entre ces deux types de choses, le travail prescrit et le travail bien fait à notre sens, à nous, il devient de plus en plus difficile de se sentir fier de son travail. De fait, les gens ont le sentiment de plus en plus d'être soumis à un ensemble de règles qui sont conçues par d'autres. Alors on dit toujours, voilà, dans les bureaux, en haut, voilà, et du coup de ne plus avoir du tout de prise sur leur propre travail. Et de fait, ça va provoquer le désengagement de nombreux salariés sur leur poste de travail. Dans le même temps, souvent, les managers, au moins les managers de premier niveau, mais même ceux de second niveau, finalement, n'ont très souvent pas été consultés pour la conception des procédures et des nouvelles normes. C'est-à-dire, en gros, on leur a dit, ben voilà, ça, ce sont les nouvelles procédures, les nouvelles normes que vous devez faire appliquer, et puis on ne leur a pas demandé leur avis. Donc, finalement, ils se retrouvent dans une espèce de rôle de passe-plat. Il y a une information, et je transfère l'information au niveau inférieur, entre guillemets, et forcément, ce n'est pas le travail qu'attendait un manager quand il s'est engagé dans un poste de management. Donc, il y a une perte, effectivement, d'intérêt pour son travail.
Et puis, cette perte, ben, elle impacte, puisque du coup, les fonctions du manager aujourd'hui, ça va être surtout, de manière un petit peu caricaturale, mais pour avoir entendu les managers m'en parler, c'est en gros remplir des tableaux de bord, piloter des indicateurs et plus du tout accompagner les équipes. Voilà. Alors ça, ça va finalement créer un petit cercle vicieux qui va, comment dire, ça va s'alimenter tout seul. Les salariés sont de moins en moins autonomes, ça provoque de la souffrance, ils se sentent plus fiers de leur travail, ils se désengagent. Du coup, le manager qui n'a pas été consulté, lui, perd de l'intérêt pour son travail, il pilote plus que des indicateurs, il n'accompagne plus les humains, et puisqu'il n'accompagne plus les humains, les salariés sont de moins en moins autonomes. Voilà, on a l'impression en fait que finalement, accompagner des salariés, c'est leur enlever de l'autonomie. Non, au contraire, c'est leur redonner l'autonomie. Mais on en reparlera, je pense, de manière transversale pendant toute cette heure de journée. Alors, j'ai une première petite question à poser à tout le monde. Si vous êtes manager, est-ce que vous avez l'impression parfois que vous vous noyez dans les tableaux de bord et que vous perdez peu à peu le contact avec votre équipe? Donc, je vous écoute, oui ou non. Normalement, Clémence a lancé le sondage et vous allez pouvoir nous répondre à cette question. Alors, j'attends que Clémence le lance, mais on a eu des petits problèmes de connexion pour les gens qui arrivaient tout début. Voilà. Alors, j'ai la conversation. Bon, alors écoutez, ça ne va pas. Donc, on me dit, pour ma part, je ne suis pas manager. Et pour celles et ceux qui le sont, écoutez, voilà, vous répondrez tout à l'heure. Alors, je voudrais revenir un petit peu aussi sur le confinement. En fait, le confinement nous a amené à un constat qui est différent pour les salariés et les managers. Le confinement, c'était une situation de télétravail qui était imposée à tous et qui n'a pas été forcément qui n'a pas été anticipée du tout pour la plupart des entreprises, des salariés, des collaborateurs. La grande majorité des salariés ont très bien vécu le confinement. En fait, ils étaient donc plus dans le bureau, cette culture du présentéisme où il fallait faire ses heures plus que finalement faire son travail, ils étaient éloignés de cette culture-là. Ils ont de fait retrouvé une certaine marge de manœuvre sur leur travail, surtout sur l'organisation de leur travail. Et ça a créé de l'autonomie. Et on l'a vu, l'autonomie, c'est un facteur d'épanouissement au travail. Par contre, certains managers n'ont pas du tout bien vécu cette période parce que finalement, ils étaient peu préparés au management à distance. En fait, la plupart se sont rabattus, parce qu'ils n'avaient pas été ni formés ni préparés au management à distance sur des réunions virtuelles. Voilà, ça a été l'explosion de Zoom et là, c'est ce qu'on est en train de faire. Sauf que une réunion virtuelle longue à distance, c'est pénible pour tout le monde. Et puis finalement, dans la question de la gestion du travail, ils ont eu un rôle d'inspecteur des travaux finis. Voilà, c'est-à-dire qu'ils n'étaient plus auprès de leur équipe pour pouvoir les accompagner. Alors, une petite citation que j'ai trouvée, mais je ne sais plus où, mais je le retrouverai peut-être, c'est que les salariés ne veulent pas être moins encadrés. En fait, ils ne veulent plus être managés par des cadrans. Et donc, être encadré par un manager qui fait vraiment son travail et dont le travail ne consiste pas à remplir des indicateurs dans un tableau de bord, c'est quelqu'un qui va être aux côtés de son équipe. Et ça, les salariés, ils sont friands de ça. Ils sont demandeurs de ce genre d'accompagnement. Par contre, si l'accompagnement consiste à leur dire, voilà, ce travail, il faut le faire en tant de temps et le rendre à telle heure et avec tel type de résultat, etc., avec des indicateurs chiffrés, voilà, on est bien d'accord que là, on est managé par des cadrans et autant pas avoir de manager. Ça ne sert à rien. Donc, c'est une source de souffrance. Alors, autre question que je vous pose, combien d'heures par semaine en moyenne pendant cette période très particulière du confinement, donc du télétravail imposé, vous avez passé en réunion à distance? Est-ce que vous avez passé 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures ou plus de 4 heures? Vous pouvez me répondre par le chat, en fait. Vous pouvez répondre par le chat à cette question.
Alors, j'ai une première réponse. 3 heures, oui, c'est énorme, hein, 3 heures. On a encore 3 heures, donc en moyenne, pour l'instant, en tout cas sur les gens qui ont répondu, effectivement, on était à 3 heures par semaine de réunion à distance, ce qui est énorme, surtout si ce sont des grosses réunions, des réunions qui durent plus d'une heure. Vous voyez, ça peut être 3 heures d'un seul coup, ou ça pourrait être 6 fois une demi-heure. Déjà, 6 fois une demi-heure, c'est moins grave. Et puis, alors, si c'était, on va dire, encore voilà, des petits quarts d'heure, comme on en a parlé la semaine dernière, hein, passer 15 minutes, 20 minutes de réunion à distance le matin pour se mettre au clair sur ce qu'il y a à faire dans la journée, et puis 15 ou 20 minutes en fin de journée pour débriefer sur ce qu'on a fait dans la journée, c'est pas la même chose que de passer une heure. Vous voyez, c'est d'un seul coup. En fait, c'est absolument dingue de faire des réunions d'une heure ou de 3 heures. Vous vous rendez compte, 3 heures, même 3 heures devant son écran, c'est insupportable. Hein. Du coup, vraiment, c'est quelque chose à supprimer complètement. Là, on est clairement dans le pire du télétravail, c'est-à-dire de faire du télétravail qu'on appelle synchrone. En fait, synchrone, ça veut dire que tout le monde est censé travailler en même temps, au même rythme. Du coup, ça m'emmène à la solution, on va dire, pour ne pas souffrir en télétravail, c'est de mettre en place des principes de travail asynchrone. Asynchrone, c'est-à-dire que tout ce qui se passe, ça n'a pas forcément la même vitesse. Tout le monde ne travaille pas au même rythme. Tout le monde ne travaille pas au même moment. Et donc, il existe des outils pour ça. Donc, les caractéristiques du travail asynchrone, donc, personne n'a le même rythme de travail. Et c'est un principe, hein, ça paraît fou hein, de le dire, parce qu'en fait, personne n'a le même rythme de travail. Sauf que quand on veut que tout le monde travaille en même temps, en fait, on va imposer un rythme de l'extérieur. Donc, le travail asynchrone, c'est au contraire, c'est se libérer de cet impératif-là. Les événements vont se dérouler à des moments différents de la journée pour chacun. Par exemple, quelqu'un va choisir de regarder ses emails de 8h à 8h30 le matin. L'autre personne de la même équipe va choisir de regarder ses emails de 11h à 11h30 du matin, par exemple. Et puis, on va avoir une troisième personne qui va se dire, moi, je préfère traiter mes emails au fil de l'eau quand ils arrivent. Et là, c'est une mauvaise façon de faire, hein, c'est une mauvaise gestion de son temps. On en a parlé la dernière fois, enfin, sur la première web rencontre. Ça va impliquer aussi que les processus de travail collaboratif doivent forcément être adaptés. Vous voyez, le travail collaboratif, s'il est tous en même temps devant son écran, là, on est sur du travail synchrone. Et c'est l'emprisonnement, finalement, du télétravailleur. Et puis, on va avoir une nécessité d'accompagner les collaborateurs pour développer leur autonomie par rapport au travail asynchrone. Et donc, je vais essayer de vous proposer des outils de travail asynchrone et pas de travail synchrone, vous les connaissez. Les réunions en ligne, vous les connaissez, tout ça, vous savez faire. Et moi, il m'a semblé intéressant de faire autre chose et de proposer autre chose pour les personnes qui doivent télétravailler. Parce que présenter ce que tout le monde sait, ça a un peu d'intérêt. Donc, on y va sur les outils de travail asynchrone. Alors, je les ai divisés en quatre grandes catégories. Alors, parmi les outils, on va avoir les outils de gestion du temps. Déjà, commencer à travailler, à s'habituer à travailler sur des temps courts. Alors, on a parlé de la technique Pomodoro sur la première web rencontre. Je vous invite à la re-regarder, en fait, que ce soit sur le site lafabriquemploi.fr ou sur mon site internet, ma chaîne YouTube, par exemple. Vous pourrez regarder ce que c'est que la technique Pomodoro. Sur mon site aussi, je crois que j'en parle. Donc, s'habituer à travailler sur des temps courts de manière à ne pas se surcharger en fait mentalement. Deuxième chose, définir avec chacun, alors si vous êtes manager, vous définissez avec chaque personne de votre équipe, mais chaque personne aussi va elle-même définir des livrables journaliers ou hebdomadaires. Alors, moi, je préfère les livrables journaliers. Même si le travail n'est pas fini, on peut dire, pour, par exemple, mercredi, je vais faire, je ne sais pas moi, 30% de ce travail-là, puis 30% de cet autre travail, et ma journée sera terminée.
il est important de fixer des échéances claires, mais qui soient toujours négociables par les salariés. Généraliser l'emploi des agendas partagés, mais ça, vous connaissez déjà, donc je ne vais pas me... Vous savez tous partager un agenda, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Établir des plannings de contact. Je l'ai évoqué la semaine dernière, effectivement, ça c'est important puisque le télétravailleur, il est chez lui, dans son intimité. Il n'a pas à répondre au téléphone toute la journée, à part si son métier c'est de répondre au téléphone. Effectivement, son métier c'est standardiste, par exemple. Oui, ça va être difficile de créer un planning des contacts téléphoniques. Mais si ce n'est pas son métier principal, on peut définir une plage horaire en disant, par exemple, les contacts téléphoniques vont se faire entre 10h et 10h30 tous les matins, ou entre 16h et 16h30. Vous ne faites pas des plages trop longues, de manière à ce que le télétravailleur puisse s'organiser, en fait, puisse organiser son travail. Et puis aussi les plannings collectifs. On peut créer des timelines, enfin c'est des sortes de diagrammes de Gantt individuels et ou collectifs, mais qui soient partagés. En fait. Alors j'ai un exemple de timeline que je peux vous montrer. Donc par exemple, mettons que je veuille designer mon site web. Je me dis sur le mois d'août, alors voilà, c'est gradué du 5 août, le 10 août, le 15 août, le 20 août, le 25 août, et je vais avoir en fait des points d'étape. Voilà, tous les 5 jours, j'ai un point d'étape, un objectif intermédiaire que je dois avoir en fait atteint. Donc là, on n'est pas encore début août, mais mettons que nous soyons début août, la main là indique que je suis là dans cette étape-là, c'est choisir un thème WordPress qui soit mieux que celui que j'utilise actuellement. Et puis, quand je vais progresser dans le mois, vous voyez, la main, le petit sticker, enfin l'indicateur, il me positionne, par exemple, le 12 ou le 13 août, et je devrais être à peu près à mi-chemin de mon travail qui consisterait à redesigner mon site web. Donc ça, c'est un outil qui peut être intéressant parce que on peut mettre ce genre d'outils en partage sur Internet et quand on est manager ou même quand on est salarié, collègue d'un autre salarié, on peut voir d'un coup d'œil où se trouve chaque personne en fait dans un process de travail général. Et puis, de façon à, par exemple, si je suis manager, je me dis, tiens, ce salarié, ce collaborateur, il se trouve là, en fait, dans le process, alors qu'en fait, il devrait être beaucoup plus loin. Tiens, là, je vais lui proposer peut-être un accompagnement parce qu'il y a quelque chose qui bloque et je voudrais comprendre, en fait, pourquoi ça a bloqué. Il ne s'agit pas de culpabiliser la personne en lui disant, évidemment, tu n'avances pas assez vite, etc., mais plutôt d'essayer de comprendre pourquoi la personne n'a pas avancé aussi vite que c'était prévu. Alors, soit, quand on fait une analyse, on peut avoir comme résultat que finalement, le process tel qu'on l'avait prévu, il n'était pas possible avec les ressources dont le télétravailleur disposait. Mais ça peut être aussi que c'était possible, mais le télétravailleur a rencontré en fait des difficultés d'organisation ou des difficultés techniques ou matérielles qui l'ont empêché finalement d'avancer sur le process. Alors, on va passer maintenant à la deuxième catégorie d'outils de travail asynchrone. C'est tous les outils qui concernent, alors au sens large, la gestion du travail. Donc, vous connaissez Trello, j'imagine. Si vous ne connaissez pas, c'est à la fois une application et un site Internet qui permettent en fait d'organiser le travail, d'être en communication avec son équipe et puis d'échanger des fichiers, des choses, etc. Donc, allez voir Trello, c'est intéressant. Et puis, on peut mettre en place ce qu'on appelle un Kanban. Alors, un Kanban, c'est très simple, c'est un tableau au minimum 3 colonnes avec tout ce qu'il y a à faire, ce qui est en cours d'être fait et ce qui est fait. Donc, ça se présente un petit peu comme ça. Et chaque personne va définir ses tâches. Donc, on peut avoir un indicateur de couleur avec, par exemple, la couleur bleue, c'est telle personne, la couleur rouge, c'est telle autre personne dans l'équipe, etc. Chacun définit les tâches qu'il doit faire pour atteindre un objectif particulier. Et puis, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque tâche
elle fait partie d'un process et normalement, on dit que chaque tâche devrait être réalisable en plus ou moins 25 minutes, de manière à ce que le process avance. Alors, Trello comporte en fait une fonction Kanban. Donc ça peut être intéressant de créer un Kanban. Chaque salarié décide des tâches qu'il doit faire par rapport à l'objectif qu'on lui a donné. Et puis, il va organiser les tâches. Donc, voilà, quand on regarde les tâches, effectivement, on va avoir le nom de la tâche, ce qu'il faut faire exactement, et puis, par exemple, les noms des personnes, s'ils sont deux, qui vont travailler sur cette tâche. Mais ça pourrait être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une espèce de clé d'entrée de couleur. On a, et la couleur bleue, c'est Chris, et la couleur verte, Alex, par exemple. Et puis, quand on met un petit sticker rouge, c'est qu'en fait, on a été bloqué quelque part. Donc ça marche bien quand on travaille, évidemment, en présentiel, c'est-à-dire dans un bureau. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, Trello permet de faire ça aussi à distance, et c'est un très, très bon outil. Donc, dans les autres outils de travail asynchrone pour la gestion du travail, on a tous les Framapads qui permettent notamment de travailler ensemble sur, alors pas en même temps, mais ensemble, sur un même document. Donc, allez voir donc Framapad, vous tapez ça sur votre outil de recherche et vous trouverez facilement. C'est très facile à prendre en main. Et puis, vous avez Dropbox qui a aussi un autre outil qui s'appelle Paper. Alors, Framapad, c'est un outil qui est libre, qui est gratuit, mais qui est aussi libre. Ça veut dire qu'on ne prend pas sur vous d'informations autres que celles qui sont strictement en fait, nécessaires. Dropbox, c'est une entreprise et voilà, leur petit outil Paper, il est très bien, il est gratuit, mais il n'est pas libre. Donc, attention à ça. On va avoir d'autres types d'outils, en fait, qui concernent le travail asynchrone, des outils de reporting, de gestion d'équipe et de communication. Alors, bon, les outils que vous connaissez bien, les emails, le téléphone. Et puis, ce qu'on oublie, c'est qu'on pourrait très bien imaginer que quand il y a des gens qui travaillent loin, pour qu'ils restent au courant en fait, de ce qui se passe dans l'entreprise, parce que quand on est en télétravail classique et pas en confinement, on va télétravailler 2 ou 3 jours par semaine, et puis il y a des gens qui sont dans l'entreprise, des gens qui sont chez eux. Peut-être d'imaginer une forme de bulletin d'information qui peut être hebdomadaire, toutes les semaines ou quotidien. Pourquoi pas, tous les matins, chaque salarié reçoit dans sa boîte aux lettres, en gros, ce qu'il faut savoir sur l'entreprise, sur les indicateurs, je ne sais pas trop. Voilà. S'il en a besoin, il va lire les informations, puis s'il n'en a pas besoin, il ne le lira pas. Mais c'est à sa discrétion à lui. On a un autre outil qui est vraiment pas mal, qui s'appelle Twist. En fait, Twist, alors Slack, ça va, comment dire, ça va solliciter les collaborateurs toute la journée, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Vous allez recevoir des notifications Slack. Twist ne fonctionne pas du tout de la même manière. Vous allez, en fait, publier sur Twist des demandes d'information, des documents, un tas de choses. Et chaque salarié, quand il l'a décidé, va en fait va sur le site et va dire tiens, il y a eu telle information, telle demande d'information, et il va pouvoir en fait organiser son travail. Vous voyez, il ne faut pas oublier que les emails, et puis ce sont des outils qui sont asynchrones de fait. On n'est pas obligé de répondre immédiatement à un email. Et d'ailleurs, il ne faut pas le gérer comme ça. Donc, Twist, alors en plus, on peut faire des petits salons dans Twist, c'est-à-dire de faire des petites conversations à 2 ou 3 salariés. Par exemple, vous travaillez sur un projet avec un collègue, et voilà, vous allez communiquer avec Twist, qui permet que le collègue prenne connaissance de ce que vous lui dites, mais de manière qui ne soit pas synchrone avec vous. Par exemple, vous envoyez la demande d'information à l'éditeur, vous savez dans la journée, il va le regarder. Et qu'au pire, demain, vous aurez en fait le résultat de vos questions. Si c'est très, très urgent, vous utilisez le téléphone pendant les plages qui ont été définies.
On a les réseaux sociaux classiques, hein, et les très mauvaises utilisations des réseaux sociaux classiques, c'est-à-dire d'avoir toujours les notifications, les petits pop-up qui s'ouvrent alors que vous êtes en train de travailler. Donc ça, c'est le pire qu'on puisse faire, hein, en termes attentionnels. Donc, vous ne le faites pas. On en a déjà parlé, mais essayez de ne pas faire ça. Ça, c'est bref, c'est vraiment pas souhaitable du tout de faire ce genre de choses, hein. Enfin, clairement, ça fatigue, ça charge l'esprit, ça ne sert à rien. On a un autre outil qui s'appelle Asana. Alors là, c'est un site internet, Asana. Alors, Asana, il fait un peu tout. C'est-à-dire qu'il fait à la fois, comment dire, il fait du Kanban, c'est aussi un outil de communication. On peut transmettre des données, c'est-à-dire des documents. Enfin voilà, il fait plein de choses, Asana. Il permet de suivre aussi une activité, l'activité en fait d'un salarié, mais l'activité d'un groupe de salariés aussi. Alors, il y a une version gratuite qui s'appelle Basique, et puis alors après, si vous vous connectez, vous allez voir une version d'essai. Alors, la version d'essai, en fait, elle sera gratuite pendant 30 jours, et puis après, on vous demandera de payer. Mais la version basique, alors il faut chercher un petit peu dans les spécificités, hein, elle est sur tarif en haut, normalement, vous devriez avoir ça. La version basique permet de travailler avec des petites équipes, hein, d'une dizaine de personnes, et suffit amplement pour tous les besoins que vous pourriez avoir. Alors, j'ai fait quelques copies d'écran et on parlera des mind maps tout à l'heure. Alors, Asana, donc voilà, vous avez notamment, voilà, par exemple, changer le design du site web, vous avez toutes les tâches qui doivent être faites et puis l'assignation de ces tâches à des membres de votre équipe. Alors, vous voyez, ça, c'est la présentation en liste, en fait, mais on pourrait avoir une présentation en mode Kanban à faire en cours terminé. Et puis, chaque salarié qui a accès, évidemment, dès qu'il a fini la tâche, il prend en fait je ne sais pas comment dire, l'espèce de post-it virtuel, il le déplace, par exemple, il est en train de le faire, et après il le redéplace dans terminé. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas obligé de lui demander après, bon, bah, alors, est-ce que tu as terminé? Mais non, parce que vous vous connectez, vous voyez que la tâche est terminée. Et chaque membre de l'équipe voit que la tâche est terminée, et ça, c'est vraiment pas mal. Et puis, vous pouvez faire du suivi d'activité, hein. Là, on est sur du Gantt classique, hein, avec effectivement toutes vos ressources humaines, hein, tous les salariés qui travaillent, et puis les tâches qui leur sont assignées, ainsi que les liens qu'il y a entre toutes ces personnes. Alors, je parlais des mind maps. Une mind map, on peut en trouver, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une mind map, malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas du tout le temps, en fait, de parler de ça. Mais disons que pour aller vite, c'est un système de représentation de la pensée qui n'est pas linéaire. Donc, on peut faire de la gestion de projet avec une mind map. Donc, on a le projet général, les sous-étapes, et puis les sous-sous-étapes, et les sous-sous-sous-sous-étapes. Et puis, on peut attribuer, évidemment, chaque étape à un salarié ou à un collaborateur, ou un ensemble d'étapes à une équipe, par exemple. Et puis, il suffit que, on a des systèmes, hein, de présentation de mind map à distance, hein, ça existe, vous chercherez sur votre outil de recherche préféré. Et quand le salarié a terminé en fait la sous-tâche ou l'activité qui est faite, en fait, il suffit qu'il le surbrille d'une certaine couleur ou qu'il mette une petite icône particulière, et vous, en tant que gestionnaire du projet, vous allez pouvoir voir à tout moment en fait où en est en fait votre projet, l'avancement de votre projet, où est-ce que ça en est. Et puis les autres salariés aussi. Ils peuvent aussi poser des questions, hein. À chaque fois, normalement, quand on clique sur un des éléments, on peut aussi rédiger dans un petit pop-up qui s'ouvre, en fait. Ça pourrait être des questions. Et puis là, si vous avez posé une question, on va avoir une petite icône qui indique qu'il y a une question. Et vous allez pouvoir, alors vous en tant que manager, mais vous en tant que collègue de travail, tout simplement, répondre à la question qui a été posée, que votre collègue vous a posée, par exemple. Vous voyez, ça, c'est vraiment un outil de travail asynchrone, parce que même si tout n'avance pas, même si vous n'avancez pas au même rythme que les autres, finalement, vous faites avancer le projet collectivement
mais chacun à votre place. Alors, ceux qui sont dans l'entreprise passent dans l'entreprise, ceux qui sont chez eux passent chez eux, mais il n'empêche que le projet peut quand même avancer. Il y a vraiment un travail collaboratif, asynchrone, grâce à des outils comme ça, hein, que ce soit, je vous l'ai dit, Asana, que ce soit Trello, que ce soit une mind map, etc. Alors, on va aussi avoir des outils de partage des informations. Alors, vous trouverez d'ailleurs, j'ai créé avec la Fabrique Emploi et Territoire un Padlet qu'on vous mettra à disposition, qui sera sans doute envoyé. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut laisser vos emails. Je pense que quand vous êtes inscrit, vous avez dû laisser vos emails. Donc, Clémence vous enverra en fait le lien pour retrouver le Padlet. Dans ce Padlet, vous allez retrouver des témoignages. Enfin, une jeune femme a bien voulu témoigner. Donc, il y a trois petits audios à écouter sur les difficultés qu'elle a rencontrées lors du télétravail en confinement. Vous aurez une liste de sites, d'articles sur des sites internet qui peuvent être intéressants pour creuser le sujet du télétravail. Vous aurez les vidéos, les captations de ces trois webinaires, de ces trois web rencontres en fait, et puis aussi des liens vers des sites d'intérêt comme l'ANACT notamment, qui a en fait partagé des guides de bonnes pratiques finalement du télétravail. Donc Padlet est un outil qui permet de mettre à disposition des informations, des vidéos, de l'audio, etc., voilà, auprès d'une communauté que vous créez. La communauté, ça peut être votre communauté de travail. Vous pouvez aussi créer avec votre équipe des WikiHow, des wikis en fait, qui permettent de répondre à la question comment faire pour faire ça. Ben oui, par exemple, je veux créer un Padlet, et ben je pourrais créer un WikiHow qui me dit effectivement pour créer un Padlet, on commence comme ça. Et en fait, on a on a un tutoriel qui explique au sein de l'équipe comment faire telle et telle chose. Alors, ça c'est pour un Padlet, mais vous avez vous des façons de travailler, vous utilisez des outils particuliers. C'est très facile de créer un wiki avec des petites vidéos, avec de l'audio, avec du texte, des schémas, etc., pour que chaque membre de votre équipe puisse bénéficier de votre expérience. Hein, vous êtes une reine de l'Excel et des tableaux croisés dynamiques, bah super, créez le petit wiki, mettez-le à disposition de l'ensemble de votre équipe. Vous voyez, c'est ça aussi le partage des connaissances et des compétences. Ça peut se faire en dehors, mais vraiment, vraiment facilement, et en dehors d'une réunion de travail sur comment on fait un tableau croisé dynamique. Et on n'est pas tous obligés d'être là en même temps et d'être disponibles en même temps pour pouvoir apprendre de nouvelles choses. On peut aussi utiliser les bons vieux forums, j'allais dire des années 80, sauf que dans les années 80, il n'y en avait pas, mais les bons vieux forums du début de l'Internet sont très intéressants pour les équipes, hein, puisque voilà, on fait un forum privé avec soit l'ensemble de l'entreprise, soit des équipes de travail particulières où on va s'échanger des bonnes pratiques, se poser des questions. Voilà, c'est aussi une forme de travail, un outil de travail asynchrone. Ne pas oublier de faire des FAQ, hein, des foires aux questions, puisque parfois, en fait, les questions qu'on se pose, vous allez, par exemple, je ne sais pas, vous avez 2 salariés ou 2 collaborateurs qui vous posent la même question. Ah, et bien ça veut dire qu'il est temps de faire une foire aux questions. Vous rédigez la question, vous y répondez, et puis vous allez la publier sur l'intranet notamment, ou sur votre site internet, mais sur la version, on va dire, qui est privée, hein, qui est destinée qu'aux salariés. Et puis ben là, les salariés, avant de prendre leur téléphone ou de prendre leur clavier pour vous poser la question par mail, et ben finalement, ils n'auront plus qu'à consulter la question et ils auront la réponse. Alors évidemment, il faut bien répondre à la question, que ce soit assez complet. Et puis, si jamais vous avez des demandes de clarification, il va falloir rédiger la réponse parce qu'elle n'est pas assez claire.
Puis, ben, vous connaissez tous les clouds, en fait. Comment fonctionnent les clouds? Ben, ça, tout le monde le sait. On dépose à distance, on dépose en virtuel des documents, des vidéos, des tas de choses, en fait, que les gens peuvent consulter quand ils ont l'occasion, quand ils en ont besoin, quand ils… Voilà, même pas forcément pendant le temps de travail, mais enfin, je vous conseille quand même de le faire pendant le travail, hein, c'est du travail. Hein. Ne le faisons pas sur notre temps personnel. Alors, tout ça, donc ces grandes catégories d'outils, vous voyez bien qu'il y en a beaucoup, et puis j'aurais pu mettre des points de suspension parce qu'en fait, il y en a plein d'autres. Puis vous avez, j'imagine, des logiciels spécifiques pour votre travail. Donc, il y a peut-être dans ces logiciels-là des fonctions de travail asynchrone qu'il faudrait évidemment utiliser. Avant tout ça, il va falloir se former. Alors, soit former, si vous savez, soit se former. Donc, la première chose à faire, ça va être de lister l'ensemble des ressources de l'équipe, de vos ressources à vous, que ce soit des ressources cognitives. Est-ce que j'ai besoin d'une remise à niveau, par exemple, sur quelque chose, sur les mathématiques, par exemple, sur l'Excel ou sur je ne sais pas quoi, sur l'utilisation d'outils informatiques. Lister les ressources matérielles. Oui, avant d'aller en télétravail, il faut savoir si chaque personne pourra disposer d'un ordinateur portable, d'une souris éventuellement, d'un fauteuil, on ne pense jamais à ça, d'un fauteuil qui lui permet de ne pas se casser le dos chez lui pour pouvoir télétravailler, puis aussi des ressources temporelles, de combien d'heures par jour il va disposer chez lui pour pouvoir travailler. Lister aussi les besoins de chacun, créer des guides, créer des foires aux questions. Alors, des guides de bonne utilisation, de bonnes pratiques et des foires aux questions. Ça, j'allais dire, c'est la base. Il va falloir aussi former les gens à l'utilisation des outils de travail asynchrone. Tout le monde ne sait pas comment fonctionne Asana ou Trello. Ben non. Comment dire, c'est pas évident au départ. Le vocabulaire n'est pas toujours très compréhensible. D'abord, c'est souvent de l'anglais qui a été mal traduit, donc dans une espèce de zone grise de compréhension. Donc ça, c'est très important de former les gens à l'utilisation de ces outils-là. Former les gens à la gestion de leur temps, la gestion de leur attention, la gestion de leur charge de travail au cours de la journée et au cours de la semaine. Oui, on n'est pas aussi efficace à 8 h du matin qu'à 2 h de l'après-midi, on n'est pas aussi efficace le vendredi que le lundi. Et ça, c'est quelque chose qui doit il faut le comprendre une fois pour toutes. Et une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, eh ben, on va pouvoir créer son planning de travail de manière à ne pas, j'allais dire, péter les plombs. C'est très facile, hein, péter les plombs au travail. Je ne sais pas si vous le savez, mais malheureusement, il y a plein de gens qui le vivent très, très mal. Alors, au travail, mais aussi au télétravail. Et puis, former les gens à prioriser leurs tâches. En fait, tout n'a pas la même importance. Je sais que c'est pas très à la mode ce que je dis, parce que tout le monde dit que tout est aussi important et aussi urgent. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, former les gens sur la priorisation des tâches, ça fait partie des choses essentielles avant que la personne puisse être autonome en télétravail. Alors, une petite question. Lors de ce confinement, donc de ce télétravail imposé, est-ce que vous avez télétravaillé avec votre matériel personnel, c'est-à-dire votre ordinateur, votre propre téléphone, et donc évidemment votre forfait téléphonique, votre imprimante, votre propre connexion Internet? Voilà, oui ou non? Alors oui, téléphone, imprimante et connexion Internet. D'accord. Téléphone et imprimante, connexion Internet. C'est fou ça, parce qu'en fait, on oublie toujours que quand on travaille, le téléphone, voilà, le forfait téléphonique qui nous permet de communiquer avec nos collègues, et il doit être pris en charge par l'entreprise, tout comme la connexion Internet, ou au moins une partie de la connexion Internet.
Oui, moi, par exemple, je suis indépendante. En fait, ça, mon forfait téléphonique et mon forfait de connexion Internet, il est pris en charge par mon entreprise. Bon, c'est mon entreprise, c'est moi qui la gère, mais ça fait partie des frais professionnels. Donc, il n'est pas question, lorsque vous êtes télétravailleur, d'utiliser vos propres ressources. Vous devez avoir un ordinateur mis à disposition par l'entreprise. On verra pourquoi tout à l'heure, enfin, dans pas longtemps. Un téléphone mis à disposition par l'entreprise, ou s'il n'est pas mis à disposition par l'entreprise, au moins qu'il y ait une prise en charge financière d'une partie de votre forfait téléphonique. De la même manière pour la connexion Internet. Et évidemment, l'imprimante, c'est pareil, ça devrait être mis à disposition par l'entreprise et tout ce qui va avec l'imprimante, c'est-à-dire l'encre, le papier, etc. Donc, je sais que là, tout le monde a improvisé, on a tous improvisé, on a tous fait comme on pouvait, mais en termes de bonnes pratiques, si on veut que le télétravail rentre dans les mœurs, en fait, en tout cas en France, il va falloir vraiment que les entreprises se mettent au fait de la loi, puisque la loi considère que les outils de travail sont mis à disposition du salarié par l'entreprise. Le salarié n'a pas à utiliser des outils de travail sur ses propres deniers. Ça, c'est la loi. Donc, ça serait bien de s'y remettre un petit peu. Vu qu'on n'est plus en confinement, là, et ben, si on veut faire perdurer le télétravail, faisons-le, mais faisons-le dans toute légalité. Et je dis ça pas pour rien, parce qu'en fait, ça a un impact très fort sur d'autres choses que je vais aborder tout de suite pour finir en fait cette petite heure en fait de webinaire. Je vais parler de protection des données. En revenant déjà à la définition de ce que c'est qu'une donnée personnelle. Alors ça, j'ai trouvé la définition sur la CNIL, le site de la CNIL. Donc une donnée personnelle, c'est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Une personne physique, ça peut être, elle peut être identifiée directement, le nom et le prénom. Ou indirectement, un numéro de téléphone, une plaque d'immatriculation, un identifiant de numéro de sécurité sociale, etc. etc. Et puis, on peut avoir, alors, une autre question, pour les besoins du service, de votre travail là, pendant ce confinement, est-ce que vous avez déjà été amené à travailler sur des fichiers qui contenaient des données personnelles à la maison? Je ne parle pas de données personnelles sensibles, on y reviendra tout à l'heure, mais des données simplement personnelles. Je vous remets la petite définition. Toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, donc ça peut être son nom, ça peut être son prénom, son numéro de téléphone, le numéro de sécu, mais ça peut être aussi la voix, l'image, etc. Est-ce que vous avez, la question c'est ça, est-ce que vous avez travaillé sur des fichiers qui contenaient des données personnelles à la maison? Alors, oui. Première réponse, oui. J'attends un petit peu. Pas d'autres réponses. Alors, ça pose un petit problème, en fait, parce que la nouvelle réglementation générale de protection des données dit que si on n'a pas de système de cryptage et d'encryptage, on n'a pas le droit, en fait, d'amener des fichiers avec des données personnelles à la maison. Voilà. Et ça, il y a des entreprises qui avaient anticipé, qui ont l'habitude du télétravail et qui ont fourni, en fait, à leurs salariés des ordinateurs avec un logiciel d'encryptage, et donc tout s'est très bien passé, mais aussi avec non seulement un logiciel d'encryptage, mais aussi avec un VPN. On va voir tout à l'heure ce que c'est. Encrypter les données, c'est bien, mais après, si on envoie des données encryptées dans un tuyau, dans un tuyau transparent, ça peut être éventuellement capté par des gens de mauvaises intentions. Alors, une donnée personnelle sensible maintenant. Une donnée personnelle sensible, c'est toutes les informations qui révèlent une prétendue origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses, philosophiques, une appartenance syndicale, mais tout ce qui est aussi données génétiques, données biométriques, etc. Donc en fait, mais tout ce qui a trait à la santé, à la vie sexuelle, à l'orientation sexuelle d'une personne, tout ça, il est strictement interdit de recueillir et d'utiliser ces données. Et alors, moi, je pense sauf dans certains cas précis, mais qui sont très précis, qui sont
Vous les trouverez sur la CNIL, hein, il y a toute une liste. Moi, je pense par exemple à des gens qui travaillent dans le secteur bancaire. Dans le secteur bancaire, on est non seulement fiché par notre nom, notre numéro de compte, etc., mais aussi par d'autres choses. En fait, un certain nombre de fichiers, on n'a pas le droit, on est bien d'accord. C'est interdit de recueillir les données sur les opinions politiques, etc., la vie sexuelle, tout ça, enfin, l'orientation sexuelle et tout ça. Sauf qu'en fait, c'est régulièrement fait et vos conseillers bancaires disposent de ce genre d'informations sur vous. Et ça, c'est une donnée personnelle sensible. Et le problème, c'est que ça a pu transiter sur leur ordinateur personnel à la maison lorsqu'ils ont dû télétravailler. Ben, moi, ça me pose un vrai problème politique, cette histoire-là. À la fois que mes données personnelles aient transité, alors non sensibles, hein, aient transité sur des ordinateurs personnels en fait, de salariés d'entreprises X ou Y. Ça pose des problèmes parce que quand on était en confinement, on a partagé nos ordinateurs parfois avec des personnes totalement extérieures au service. Nos conjoints, nos enfants, des gens qui étaient à la maison, un ami qui a été en confinement avec nous. Bah, à partir du moment où on a des données, je ne parle pas de données sensibles, hein, mais des données personnelles sur un ordinateur qu'on partage avec des gens qui ne font pas notre travail, bah, on met en danger l'intégrité de ces données. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est qu'on travaille beaucoup avec les clouds. Oui, oui. Sauf que les clouds, c'est plus ou moins sécurisé. Et un cloud gratuit, il est encore moins sécurisé que les clouds payants, en fait. Et en sachant que même les clouds payants ne sont pas très, très bien sécurisés, enfin, en tout cas pour certains. Pour le plus célèbre d'entre eux, en tout cas, celui, vous savez, c'est aussi un moteur de recherche qui est très, très, très connu. Hein, c'est le plus grand moteur de recherche du monde. Ben, en fait, son cloud n'est pas du tout sécurisé. N'importe qui s'y connaît un tout petit peu peut aller sur le drive de n'importe qui d'autre, en fait. Et donc ça pose un vrai souci parce que dans les entreprises, lorsqu'on partage des informations via ces clouds non sécurisés ou pas très bien sécurisés, en fait, c'est comme si on les donnait à n'importe qui. Et ça va avoir alors, comment on s'en protège? On s'en protège avec un VPN. Donc, un VPN, c'est un système qui va permettre de sécuriser la connexion Internet. Parce que dès que vous envoyez quelque chose sur l'Internet ou que vous recevez une information, imaginez que c'est dans des tuyaux. Sans VPN, les tuyaux sont transparents. Donc, même si vous avez fait tout ce qu'il fallait pour protéger votre donnée, eh bien, en fait, n'importe qui peut regarder dans le tuyau, en fait, ce qui passe. Donc, un VPN doit vous être fourni par votre employeur lorsque vous télétravaillez. Et puis, ce qui doit vous être fourni aussi, c'est un logiciel d'encryptage, décryptage des emails. Et ça, c'est le minimum vital. Voilà, c'est des choses qui ne coûtent pas très cher et qui, lorsqu'on est une entreprise, permettent de sécuriser vraiment les données. Donc, si vous avez des questions, ben je vous écoute, enfin, je vous lis plus exactement et j'essaierai d'y répondre de mon mieux. Et puis, après, je redonnerai la parole à Clémence. Ah, vous n'avez pas de questions apparemment? Bon, eh bien, je vais donner la parole à Clémence. Ah, si j'ai une question, excusez-moi. Auriez-vous des exemples de logiciels d'encryptage? Alors, je ne peux pas vous… Alors, il y a un système d'email qui s'appelle Proton et qui a qui est intégré, en fait. L'encryptage, décryptage est intégré. Alors, je vais vous l'écrire, c'est Proton comme un proton, en fait. Et puis après, c'est des systèmes qui sont voilà, au niveau des entreprises. Donc, en fait, en tant que particulier, on ne peut pas l'acheter soi-même. Mais oui, il faut chercher en fait sur Internet. Normalement, votre employeur, il est au fait de ça. Mais si vous
en tant que personne, vous voulez avoir une messagerie vraiment sécurisée, ProtonMail, hein, alors je vous ai mis Proton, mais c'est ProtonMail, est un système qui permet ça. Alors ProtonMail, ça fonctionne par cooptation. Alors, je ne sais pas si c'est Proton. Alors, je me trompe peut-être. C'est peut-être pas ProtonMail. Non, c'est pas ProtonMail qui fonctionne par cooptation. C'en est un autre. Hein, c'est RiseUp. Mais ProtonMail, normalement, vous vous inscrivez et puis vous allez avoir une adresse qui vous permette, à chaque fois que vous envoyez un mail ou que vous en recevez un, ben, il va être décrypté de manière automatique. Vous ne voyez rien. C'est pas à vous de lancer l'encryptage. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, je repasse la parole à une autre question. Ah, merci beaucoup. Bah, de rien, je vous en prie, Carla. Donc, je repasse la parole à Clémence. Bien, merci Marie. Alors, donc visiblement, il n'y a pas d'autres questions. Merci à vous d'avoir été là avec nous en journée, en ce milieu de journée, période aussi un peu de digestion, comme vous pouvez l'entendre de ma part. Donc, comme l'a dit Marie l'a évoqué tout à l'heure, en fait, on va vous envoyer, alors tout d'abord, un petit questionnaire pour avoir votre avis sur le ou les web rencontres auxquelles vous avez participé, puisqu'en fait, il y a des personnes qui ont participé aux 3, d'autres à une seule, d'autres à 2. Voilà, d'avoir un petit retour. Donc, ce serait super que vous puissiez, c'est un petit questionnaire qui prend 5 minutes. Si vous pouvez prendre 5 minutes, ce serait super pour nous. Et ensuite, Marie l'a évoqué également tout à l'heure, en fait, on va vous envoyer également un Padlet, donc, dans lequel vous pourrez retrouver différentes ressources qui ont été mises par Marie, d'une part, et puis par nous également, la Fabrique Emploi et Territoire, on va mettre quelques infos intéressantes pour continuer comment dire, à ce que vous ayez en tout cas des éléments pour poursuivre la réflexion, pour compléter aussi des infos que vous n'auriez peut-être pas. Enfin, voilà. Donc voilà, on clôture donc ce cycle de web rencontres consacré au télétravail. Je remercie beaucoup Marie-Ange d'avoir participé, de nous avoir proposé tous ces outils. Et j'en profite pour ceux qui n'ont pas participé, mais je pense qu'on mettra bien évidemment dans le Padlet, qui n'ont pas participé à l'ensemble des web rencontres. Je vous invite à aller voir les autres web rencontres, l'épisode 1 et l'épisode 2, en tout cas pour ceux qui ont participé uniquement à celui-là. On vous enverra les liens vers nos pages YouTube. Voilà. Donc, merci à vous. On vous souhaite une très belle journée et on vous dit à bientôt. Et bel été.